Bonjour à tous, je suis Howard Levy, je suis professeur associé à l'université Johns Hopkins, je suis médecin de famille et spécialiste aussi en génétique. Je suis ravi d'être là aujourd'hui dans cette conférence estivale virtuelle pour vous parler des troubles du spectre d'hypermobilité. Avec cela, nous allons commencer et je n'ai pas de conflit d'intérêts, ni financier ni autre. Et voilà, aujourd'hui, on va parler de deux choses. On m'avait dit de parler de spectre d'hypermobilité, HSD, mais il faut voir le pourquoi et qu'est-ce que c'est. Pourquoi est-ce que ce terme a été créé? Et on va parler d'abord sur le quoi et après qu'est-ce que c'est. Et je crois que nous aurons du temps pour la séance de questions-réponses après. Donc, why, pourquoi? Nous allons commencer à penser au type de symptômes que la plupart des gens vont présenter quand ils vont chez le fournisseur de soins de santé et ils posent la question, est-ce que c'est un syndrome LR dans l'os? Je crois qu'il y a beaucoup de douleurs, donc hyperlaxité, hypermobilité, des problèmes aussi, comme vous voyez, au niveau de stop en français, et aussi, donc, s'il s'agit d'une hypotension orthostatique, et nous avons aussi des problèmes gastro-intestinaux et des problèmes où l'on va parler aussi. Et vous avez aussi des problèmes, par exemple, de confusion. Si vous avez des difficultés au moment de vous relever, vous mettre debout, vous savez ce que c'est un problème orthostatique. Des problèmes gastro-intestinaux aussi, vous avez des crampes, vous avez aussi des problèmes intestinal qui est très lent. Si vous avez ça, bon, un problème sinon, tant mieux pour vous. Et nous allons d'autres problèmes cliniques. Alors, pourquoi est-ce que tout n'est pas considéré comme le SED avec hypermobilité? Est-ce que c'est donc le type syndrome LR dans l'os avec hypermobilité ou simplement des symptômes différents? Il y a des raisons. Alors, des raisons pour essayer d'appeler ceci, c'est un souhait, n'est-ce pas? Et je crois que les gens veulent appeler tout ce type de symptômes le syndrome LR dans l'os avec hypermobilité. Je vais vous présenter quelques idées de pourquoi. Pourquoi est-ce que les gens veulent que ce soit le syndrome LR dans l'os hypermobile? Eh bien, je vais vous dire le pourquoi. Certainement, ceci aide beaucoup de mettre fin à la fin de cette odyssée. Levez la main. Est-ce que vous avez pendant des années essayé de trouver un diagnostic? Vous regardez autour de vous, peut-être vous êtes tout seul chez vous, mais si vous étiez dans une salle, vous verrez que beaucoup de gens seraient en train de lever la main. Donc, ceci est positif d'avoir mis fin à cette odyssée, à ce problème, à cette odyssée. Accepter finalement, croire que vous avez quelque chose qui explique les problèmes. Et simplement, on se sent mieux d'avoir un diagnostic. Et c'est quelque chose que j'aimerais décrire comme l'effet Hitchcock. Eh bien, si vous avez vu des films de Hitchcock, vous savez qu'il était brillant parce qu'il n'avait pas présenté le monstre. Vous imaginiez le monstre. Il n'avait pas montré le monstre. Il laissait l'imagination créer ce qui vous faisait peur, vraiment. Alors, c'était vraiment la source de la terreur. Et je crois que ceci se passe aussi dans les soins de santé. Quand vous ne savez pas ce qui arrive, c'est pire, ça fait peur parce que vous n'avez pas d'idée sur ce qui se passe, ce qui vous attend. Alors, avoir mis un nom vous donne beaucoup de confiance. Et ceci, vous savez ce qui va venir, vous savez ce qui va se passer, vous avez identifié le problème. Alors, parfois, il faut avoir un diagnostic avant de gérer la situation, ou bien ceci permet d'obtenir une meilleure gestion de votre maladie. Je vais vous en parler pendant l'exposé. Aussi, il y a l'idée, un problème commun d'avoir accès au groupe de soutien, le support group, ou trouver un groupe de soutien. Si vous n'avez pas de diagnostic, c'est difficile à appartenir à ces groupes. Et bien sûr, aussi, il y a des problèmes de compagnie d'assurance, n'est-ce pas? Ou simplement le fait d'être capable de recevoir les services dont on a besoin. Si vous n'avez pas de diagnostic, ce n'est pas couvert par l'assurance. Alors aussi, beaucoup de membres de la famille, des amis, des professionnels, des employés. Levez la main si vous ou vos amis ou ceux que vous aimez ont été accusés de
simplement prétendre, de faire semblant d'eux. Alors, je vois que vous levez la main, beaucoup d'entre vous, parce que le moment où vous arrivez à l'association LR dans l'os, avant, vous n'étiez pas vraiment considéré comme en train de dire la vérité. Voilà le pourquoi ceci nous permet de dire que le syndrome, mais un nom va donner de la réalité, c'est mettre les pieds sur terre. Mais pourquoi ne pas l'appeler CED avec hypermobilité? Tout d'abord parce que vous devez parler de la précision du diagnostic. Il y a des centaines de diagnostics génétiques alternatifs qui peuvent expliquer l'existence de douleurs, la douleur ou bien des problèmes d'hypermobilité ou laxitude, des extrémités. Et bien sûr, il y a bien sûr des causes qui ne sont pas génétiques, hein, qui vont expliquer ce type de trouble d'hypermobilité. Donc ce n'est pas toujours le diagnostic correct. Voilà un exemple et vous pouvez, s'il vous plaît, jouer avec moi. OMIM, Online Mendelian Inheritance. Vous avez ici le site web que vous pouvez visiter. Je vous invite à visiter ce site web. C'est une encyclopédie des maladies génétiques, des milliers et des milliers de situations, des gènes et des maladies génétiques sur cette base de données. Si vous entrez, si vous visitez l'OMIM, comme j'ai fait le 28 juin dernier, vous avez 830, si vous écrivez la douleur, 830 coïncidences. Vous allez considérer, exclure le terme LR. Alors vous avez 809, alors simplement 21 entrées, 21 coïncidences dues au syndrome LR dans l'os. Simplement 21 cas. Et les autres 800 n'étaient pas en rapport avec le syndrome LR dans l'os. Si vous écrivez donc des laxitudes au niveau des articulations, vous avez 333 coïncidences. Et si vous mettez stop au POTS, donc vous avez alors là vous avez 233 entrées et vous avez alors exclure LR, vous avez 232 entrées simplement. Si vous avez les deux, vous écrivez la douleur et des articulations avec une laxitude, une instabilité. Vous avez donc 26 entrées, 14 c'est le syndrome LR dans l'os, et si vous combinez la douleur et le stop, vous avez 63 coïncidences, et aucune coïncidence n'appartient au syndrome LR dans l'os. Vous combinez ici l'hypermobilité et la laxitude, et vous avez simplement 5 entrées. 4 ne correspondent pas au syndrome LR dans l'os. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de raisons qui ne sont pas le syndrome LR dans l'os, des maladies génétiques qui peuvent mettre en danger les articulations, de la douleur, tout ça. Mais vous voyez ici que simplement, est-ce que ceci nous aide? Eh bien, même si ce n'est pas complet, les gens, par exemple, ne considèrent pas le syndrome LR dans l'os quand vous parlez de douleur plus stop ou le type de posturel, donc de tachycardie. Donc, vous avez d'autres causes dans cette situation complexe, dans ces associations de symptômes si complexes. Vous pouvez dire alors pourquoi? Alors, terminer le disait du diagnostic est très important si c'est bien fait. Mais si c'est fait, mais mal fait, alors est-ce que vous avez une maladie que vous n'avez pas? Alors vous pouvez simplement mettre en danger le diagnostic correct. Ceci va être retardé. Vous pouvez le faire par exemple par vidéo. Si vous mettez ici, alors aujourd'hui on est dans une conférence virtuelle parce qu'il y a la pandémie Covid-19. Si on disait à tout le monde, quand vous toussez, et vous avez manque d'air, vous avez de la fièvre, on va dire, vous avez le Covid-19. Alors pas de test, rien, vous êtes sûr. Alors pas de grippe, rien, c'est Covid-19. Alors ce serait terrible, ce serait une information incorrecte, le diagnostic qui ne serait pas correct, et ceci implique beaucoup de peur, de précautions qui ne sont pas nécessaires. Donc, vous pouvez rester cloîtré, vous pouvez rester... Alors, si vous avez la grippe, vous prenez ça pendant les 3 premiers jours, il y a des produits pharmaceutiques qui vous aident si vous avez une pneumonie. Et si vous avez une pneumonie et vous avez une bactérie qui va causer donc ceci, alors vous avez besoin d'antibiotiques. Si on ne vous donne pas ces antibiotiques, vous avez des problèmes. Alors,
Je n'essaie pas de mettre ceci sur un pied d'égalité. Je vous dis simplement que c'est le même concept. Il faut trouver un diagnostic correct. Mais donner un diagnostic incorrect, c'est pire, c'est mauvais. C'est ce qu'on appelle une information incorrecte et des précautions qui ne sont pas nécessaires et la peur. Alors, vous devez penser au traitement et à la gestion pour mettre en exergue ces points. Vous avez d'autres diagnoses qui peuvent avoir des traitements spécifiques. Et si on vous donne un diagnostic incorrect, on est en train de vous priver de ceci. Alors, et en plus, vous l'avez ici, des raisons pour parler de EDS hypermobile. Alors, il n'y a pas de traitement spécifique pour l'instant. Il n'y a pas de traitement spécifique, ni dans le cas du spectre de maladie avec hypermobilité, ni dans le cas SED avec hypermobilité. Alors, nous considérons le problème que vous avez, mais ni l'un ni l'autre, nous n'avons pas de traitement spécifique. Donc, vous avez les mêmes recommandations s'il y a d'autres causes en ce qui concerne cette laxitude articulaire, des troubles gastro-intestinaux, etc. Alors, la suivante vous permet de penser à l'acceptation. Vous pensez, n'est-ce pas? Alors, réellement, nous tous, la plupart d'entre vous, vous avez expérimenté le fait que les gens ne croyaient pas à ce que vous racontiez, c'est-à-dire, on vous disait, ça se passe dans votre tête, c'est un problème psychiatrique, c'est un problème psychologique, vous imaginez des choses. Mais si vous utilisez le terme d'une façon générale, si quand vous avez de la douleur, vous avez cette laxitude, vous considérez ceci sur les syndromes SED, c'est généraliser quelque chose qui n'est pas vrai. Et ceci peut empirer et faire en sorte qu'il y ait un manque de confiance chez les employés, les entreprises d'assurance, les compagnies d'assurance. Et quand vous présentez, n'est-ce pas, l'incapacité, si nous allons donc dénigrer, si nous allons dire que ce terme a été utilisé d'une façon généralisée, eh bien, ceci va avoir des conséquences négatives, des retombées négatives. Donc, si l'on veut que ce soit pris au sérieux, il faut que ce soit un diagnostic vrai. Et finalement, et très important, si l'on ne va pas voir ce que c'est que le HSED et autre chose, on est en train d'entraver notre capacité d'apprendre plus à propos du SED, découvrir ces gènes. Pour cela, nous avons besoin d'avoir les mêmes choses chez tous les patients qui ont le SED ou un type de SED. Sinon, si on vous pose la question, quel est le gène? Et dans le cas de la maladie, c'est pas la même maladie, on ne va pas trouver le gène ou gènes pluriel. Alors, et ce qui est vrai, c'est qu'est-ce que c'est que le HSED et quelles sont les autres maladies spécifiques que l'on considérait comme HEDS ou HSED? Eh bien, on peut comprendre mieux si on va au fond de la situation, comprendre l'histoire naturelle, éliminer donc cet effet Hitchcock et vous dire avec beaucoup de précision ce qui se passe. Vous êtes prédisposé à une certaine maladie et sinon vous ne devez pas vous préoccuper. Une fois que l'on connaît ceci, nous pouvons commencer plus intelligemment, nous pouvons voir l'évaluation, les tests, les traitements nécessaires qui vont mener une différence, qui vont signifier une différence. Tout dépend de connaître à fond de quoi est-ce que l'on parle. Et jusqu'à très récemment, on n'était pas très rigoureux. Il faut être rigoureux, il faut faire les choses correctement. Alors les groupes de soutien, oui, il faut dire que vous devez avoir, disons, le passeport pour avoir accès au groupe de soutien, mais ce n'est pas un problème parce que le HSD, c'est inclus dans la société LR dans l'eau. Ça fait partie de la société, de l'association. Il y a un groupe de soutien, un groupe de recherche qui va essayer d'aider les gens qui ont donc des maladies d'hypermobilité, que ce soit type vasculaire, que ce soit classique, que ce soit un type SED ou bien HSD, n'importe quoi. Vous ne devez pas l'appeler HEDS, HSED pour faire partie du club. Et si ceci ne rentre pas dans le spectre de l'hypermobilité, eh bien, si l'on sait ce que c'est, très bien, c'est une bonne chose. Vous pouvez voir, vous adresser au groupe de soutien pour partager vos expériences
et augmenter la connaissance sur la maladie que vous pouvez avoir, si ce n'est pas le cas SED avec hypermobilité, ni le type HSD. Les assurances, la validation, eh bien, je dois dire, d'après mon expérience, que, bon, après mon expérience, les entreprises d'assurance et les employeurs veulent avoir un diagnostic et avoir quelque chose qu'ils puissent croire. Alors, vous ne devez pas avoir le CED avec hypermobilité pour être capable d'être couvert par l'assurance. Ce qu'il faut, c'est un diagnostic. Et quand vous vous adressez au fournisseur de services de santé et quelqu'un pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils doivent avoir un nom. Il faut avoir un nom qu'on va vous donner et à l'entreprise d'assurance pour dire oui, c'est réel. Vous devez croire à ça, vous devez traiter cette personne de la façon dont elle mérite d'être traitée. Il faut un nom, mais le nom ne doit pas être CED avec hypermobilité. Alors, en 2017, vous connaissez très bien les critères du diagnostic, ce critère au pluriel, et vous avez, alors, c'est pour souligner ce que l'American Journal of Medical Genetics, où ceci a été publié au mois de mars 2017, deux articles, le premier en haut, que j'ai souligné ici, et c'est très important, c'est justement alors tout ce qui est les syndromes LR dans l'os, vous avez les critères pour un diagnostic de CED avec hypermobilité. Le deuxième, ce sont les critères HSD, donc le syndrome d'hypermobilité. Et on va laisser ça de côté. Vous avez les deux choses en 2017 et vous devez chercher ceci vous-même. Vous avez en bas ici quelques liens qui vous permettent de trouver plus d'informations. Vous avez en bas. Alors vous pouvez utiliser ceci pour visiter ce site et trouver l'information. Alors vous allez revoir ceci et vous allez simplement, alors sinon arrêter l'écran et vous allez donc taper et visiter ces sites. Alors les critères pour HEDS, le CED hypermobilité, eh bien vous devez d'abord, l'objectif a été être plus spécifique et moins sensible. Donc prioritize specificity over sensitivity. Ça veut dire donc donner la priorité à la spécificité. Donc, être sûr qu'il y a donc de la spécificité. Et nous savons qu'en faisant ceci, on va exclure. Alors, il y a quelques cas qui avaient le CED avec hypermobilité, mais qui ne remplissaient pas ces critères. Donc, c'était donc une sensibilité faible. Donc, mais c'était spécifique pour réduire le risque de faux positifs, ceux qui n'avaient pas le CED. Alors, une fois que vous arrivez à ce terre promise, vous vous dites, on va trouver le CED avec hypermobilité, il y a moins de risques de faux positifs. Et vous avez donc, vous pouvez espérer donc d'autres révisions. C'est encore à faire, à déterminer. Alors, il faut une reclassification du syndrome CED avec hypermobilité. Et il y a le groupe d'experts qui travaille à réviser, à la révision pour l'améliorer, pour le faire le mieux possible, pour que ce soit le gold standard, pour que ce soit vraiment d'une façon adéquate. Donc il faut donc un débat là-dessus. Et nous savons les critères pour le CED et pour le HSD. Alors un diagnostic réel qui va satisfaire ce besoin de validation, exclure ceux qui ont le syndrome CED mais qui n'ont pas HSD. Alors, il faut reconnaître ceci. Nous avons besoin d'un terme pour valider qu'il y a donc un diagnostic réel. Des gens qui ont cette maladie, qui ont des anomalies médicales, ce n'est pas exactement le HSD, ce n'est pas le CED avec hypermobilité, mais il faut le prendre d'une façon sérieuse. Et ceci vaut la peine. Et c'est ce que je vous ai dit et ce que j'ai présenté avec mes diapos précédentes. Alors HSD, S veut dire spectre d'hypermobilité. Ce n'est pas une condition, c'est un groupe de maladies, un groupe de maladies avec hypermobilité, un groupe spectre. C'est le spectre d'hypermobilité. Donc je vais vous montrer ceci, c'est un spectre, donc pas une seule maladie. Alors on va parler à gauche, vous avez ici le concept, tous qui ont des problèmes de hypermobilité, donc des articulations, mais c'est joint, articulation.
Mais vous pouvez voir donc ce trouble du spectre d'hypermobilité et ceux qui ne sont pas en train de subir d'hypermobilité articulaire, JH, n'ont pas besoin de ce type de diagnostic, ni être stigmatisés ou étiquetés avec ce type de diagnostic. Alors, c'est un spectre, ils peuvent développer plus tard les symptômes, ils peuvent passer à la partie droite, c'est-à-dire au lieu de ces spectres de maladies avec hypermobilité. Et vous avez à droite le syndrome SED, le syndrome LR dans l'os, et vous avez le type hypermobile de ce syndrome SED. Et vous l'avez de gauche, ou simplement vous avez une laxitude des articulations et peut-être quelque chose qui aide, parce que parfois c'est cool, c'est fantastique, parce que ceci vous permet d'avoir beaucoup de mobilité. Et à droite, c'est un gros problème. Il y a beaucoup de maladies chroniques associées avec ceci. Mais il y a un spectre entre les uns et les autres. Alors, le type d'hypermobilité articulaire. Alors, en ce qui concerne ces critères de HSD, il y a eu un effort pour penser à une façon différente pour faire une classification. En haut, vous avez le terme Generalized Joint Hypermobility. C'est une hypermobilité articulaire généralisée. Tout le corps, c'est-à-dire les bras, les jambes, ont des problèmes aussi au niveau de la colonne aussi. Alors, vous avez aussi au niveau du crâne, au niveau de la colonne. C'est généralisé et ceci va concerner toutes les articulations du corps. Bon, pas toutes, mais une grande partie de ces articulations, partout. Alors, localized, LJH, c'est quelques articulations, une articulation ou deux, mais n'importe quelle articulation. Peut être une articulation importante ou moindre. Vous pouvez avoir donc des problèmes au niveau du genou, au niveau des épaules, au niveau, mais ceci peut être unilatéral ou bilatéral des deux côtés. Ceci peut être symétrique ou asymétrique. Vous pouvez voir la hanche à droite et vous avez la cheville gauche. Vous pouvez avoir simplement des articulations tout à gauche du corps. Et bon, ceci n'intéresse pas. Alors, vous avez alors un autre terme bien accepté dans la littérature. Les autres deux types, je vais être plus, disons, je vais vous dire comme anecdote que l'on a vu d'une façon anecdotique, que j'aimerais vous raconter, qu'est-ce qu'on appelle des classifications de cette mobilité. Alors, Peripheral Joint Hypermobility, PJH, c'est périphérique. Alors, les mains ou les pieds simplement. Alors, les quatre membres, les deux mains, les deux pieds, ce n'est pas localisé, mais ceci va exclure la colonne et les articulations importantes. Donc, c'est le type, par exemple, ce que nous appelons, ce n'est pas le GJH ni LJH, c'est le type PJH. Et nous avons une catégorie, la quatrième, c'est ce que nous appelons comme Historical Joint Hypermobility, historique, hypermobilité articulaire historique. Nous savons qu'avec l'âge, et c'est ce qui se passe, l'hypermobilité va être réduite en général, dans la population générale. Et vous avez que les enfants en bas âge ont de l'hypermobilité. Je crois que c'est quelque chose dans l'évolution, quand vous apprenez à marcher, si vous tombez, il vaut mieux avoir une subluxation que de vous casser la jambe. Donc, nous perdons cette possibilité avec les années, avec le temps, et on a de la rigidité au lieu d'avoir cette hypermobilité. Que se passe-t-il avec quelqu'un qui, par exemple, va sortir de cette hypermobilité articulaire? Eh bien, on va perdre ceci avec le temps qui passe. Et la personne ne peut pas être diagnostiquée donc articulaire, de problèmes articulaires. Bon, si vous pouvez dire qu'avant il y avait l'hypermobilité, nous pouvons parler de historical joint hypermobility, hypermobilité historique des articulations. Donc c'est quelque chose qu'il faut analyser, considérer. Ce sont les quatre catégories d'hypermobilité articulaire qui va dans ce disons, spectre. Et nous avons deux types pour diagnostiquer le SED. Vous avez d'abord, indépendamment du SED, indépendamment du HSD ou autre cause, vous avez donc des effets
musculo-squelettique possible de cette hypermobilité articulaire. Ce sont des choses qui peuvent arriver à des gens qui ont des articulations souples, très souples. Ce n'est pas ce que vous appelez diagnostic. Vous pouvez dire qu'il y a un diagnostic ou un autre. Ce sont des conséquences de cette instabilité articulaire, des dislocations indépendamment de ça. Vous pouvez avoir de dislocations, subluxations, des problèmes quand vous avez, par exemple, que l'os sort justement de la partie justement où il va être intégré. Vous avez des lésions des tissus mous, vous avez de la douleur chronique, vous avez de la douleur chronique pour des raisons. Bon, je ne vais pas vous présenter tous les types de douleurs, mais je dois dire qu'il y a la possibilité de beaucoup de formes de contribuer à la douleur, une proprioception réduite, le sens de la position des articulations. C'est un problème pour minimiser le risque de dislocation, de se faire mal. Et on ne sait pas pourquoi, mais il y a la perte de proprioception dans le cas des gens qui ont une laxitude articulaire. Je ne vais pas tout mentionner, mais il y a ici par exemple des pieds plats, les scolioses et d'autres troubles, d'autres problèmes orthopédiques au niveau musculo-squelettique. Je ne veux pas dire minor parce que ce n'est pas moindre. Si vous l'avez, c'est un gros problème pour vous. Ce n'est pas un problème moindre, mais vous avez les 4-5 catégories ici et c'est des manifestations donc de cet effet de cette hypermobilité articulaire. Et vous avez donc un point final ici, avant de passer à ce que c'est que le HES, le SED avec hypermobilité, le HEDS. Alors, que se passe-t-il? Alors, il n'y a pas de différence. Que se passe-t-il au niveau gastro-intestinal? Que se passe-t-il avec ma fatigue chronique? Que se passe-t-il avec tous les autres troubles associés ou possiblement associés avec le syndrome Ehlers-Danlos? La réponse à ça, c'est que c'est réel ce que vous ressentez. On ne sait pas, on ne comprend pas le pourquoi, mais ceci ne nous intéresse pas si c'est de l'HSD ou c'est le SED avec hypermobilité. Alors ces associations sont non spécifiques et il y a d'autres associations avec l'hypermobilité articulaire. Il n'y a pas de différence parce que le HSD, c'est quelque chose de récent. Nous n'avons pas encore beaucoup de recherches là-dessus. Il n'y a pas de différence dans l'histoire naturelle ni dans tous ces problèmes associés que l'on puisse les appeler SED avec hypermobilité ou HSD. Ce sont des problèmes réels. Et vous pouvez dire que le sujet, dire que la personne n'a pas d'impact, n'a pas de changement en ce qui concerne la probabilité de développer ces problèmes, on ne sait pas. Alors, le spectre d'hypermobilité, vous l'avez présenté, on l'a vu avant, de gauche à droite, et en bas, vous avez ici, ceci va résumer comment va-t-on appliquer le diagnostic. C'est un peu trop simplifié. Nous avons l'index de Beighton. L'index de Beighton, c'est le gold standard pour évaluer. Donc, c'est pas le standard correct, simplement c'est le meilleur que nous avons jusqu'à présent. L'index de Beighton, Beighton Score, et c'est ce que nous utilisons pour évaluer l'hypermobilité articulaire. On utilise le Beighton Score, l'index de Beighton, et les gens qui ont le type généralisé, le GH généralisé, eh bien c'est positif, ce index Beighton est positif. Alors ici vous avez au centre, et vous avez les 4 types d'hypermobilité dont on avait parlé auparavant. Alors, le type généralisé, le type... alors, c'est positif. Ils vont avoir donc le score Beighton positif. Donc, un diagnostic HSD généralisé. Donc, périphérique, bon, en général, c'est négatif parce que vous vous souvenez que c'est simplement les mains et les pieds. Alors, normalement, c'est négatif. Ceci ne va pas vous donner un Beighton score élevé, un index de Beighton plus élevé. Donc le type localisé est aussi négatif. C'est simplement quelques articulations, c'est moins de 5. Alors c'est toujours négatif. L'index doit être négatif. Et dans le type historique, c'était avant positif. Avant c'était positif ou d'autres types d'hypermobilité qui étaient avant positifs, mais maintenant c'est plus positif. Alors vous avez ici, c'est l'évaluation de ce trouble du spectre d'hypermobilité, et vous avez ici le GJH, c'est-à-dire le GJH,
Et vous avez ici la manifestation de troubles musculo-squelettiques. Si vous êtes asymptomatique, vous n'avez pas de manifestation. Si vous avez le type HSD, vous avez donc plusieurs manifestations, une ou plus. Si vous avez le CED avec hypermobilité, vous avez donc une manifestation ou plusieurs. Si vous regardez le checklist, vous regardez possiblement, vous pouvez diagnostiquer le CED avec hypermobilité simplement en regardant les manifestations au niveau cutané, au niveau des articulations, ce qui ne va pas dans le trouble musculo-squelettique. Vous avez aussi l'histoire de la famille, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez avoir donc un diagnostic CED. Mais à part ceci du CED-H, nous devons considérer tout le reste. C'est le cadre du diagnostic et je crois que je vous ai présenté plus ou moins cette idée pour vous dire que nous allons rentrer dans la séance questions-réponses dans tous les détails, si ce n'est pas clair pour vous tous. Et voilà la dernière de mes diapositives. Et avec ça, merci Alain. Voilà, et nous allons après l'exposé d'Alain, on va passer aux questions-réponses. Merci de votre attention.